Vous avez remarqué, on vous en a parlé, hein, évidemment, nous sommes en pleine PFUE. C'est un acronyme horrible parce que l'Union européenne a le secret. Présidence française de l'Union européenne, alors du Conseil de l'Union européenne, soyons précis. Jusqu'au 30 juin, il faut saisir, on l'a dit, à bras-le-corps cette opportunité. Dans quel sens pousser la coopération et la thématique transfrontalière? On l'a dit, avec une population mondiale qui pourrait atteindre 10 milliards d'êtres humains en 2050, les ressources environnementales, en eau, en énergie, en matières premières, s'épuisent. Comment tenir 17 objectifs de développement durable comme l'éradication de la pauvreté ou encore la lutte contre la faim dans une Europe vieillissante, et c'est le cas? Comment mieux partager nos ressources au-delà des frontières? Nous allons en parler avec 3 nouveaux invités aujourd'hui. Mauro Lucianaz, président du comité des communes Val d'Autun Grand Paradis. Buongiorno. Voilà. Vous êtes la protection des ressources des sols et des espaces à la frontière italo-française, ça vous connaissez un petit peu. Thomas Zeller, bonjour. Président de l'Eurodistrict trinational de Bâle. Et Iba Debouc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice déléguée des territoires de l'Agence d'architecture pluridisciplinaire. Continuez à nous envoyer vos très bonnes questions sur Slido. On prendra aussi les questions du public, bien entendu, en fin de discussion. On va essayer en tout cas. Et préparez-les. Monsieur Luciana, sur les enjeux, finalement, dans votre territoire de lutte contre le dépeuplement, l'exode qui touche beaucoup ce territoire, bien sûr. Comment y remédier? Comment rendre ces territoires à la fois transfrontaliers et puis un peu inaccessibles, plus attractifs? Bonjour à tous. La Concom Grand Paradis, c'est en Vallée d'Aoste, c'est-à-dire en Italie, dans la plus petite des régions italiennes, à la frontière avec la France, la Suisse. Et la Concom se compose de 13 communes, c'est-à-dire environ 15 000 habitants. Alors c'est une petite Concom avec un territoire rural montagnard. Et bon, il y a des communes qui font partie du parc national du Grand Paradis qui a été constitué en 1922 avec le but de protéger la flore et la faune. Et ça a permis un développement économique de l'ère du Grand Paradis, soit du point de vue touristique et du point de vue de l'agriculture. Maintenant, il y a des facteurs qui impactent sur l'économie de nos territoires, c'est-à-dire surtout la diminution de la population et le changement climatique. La diminution de la population, surtout pour la baisse des naissances généralisées, et le coût élevé de vivre dans la montagne, les coûts du chauffage, le coût des transports, et après les conditions de la vie dans les zones rurales de montagne, c'est-à-dire l'isolement, l'accès plus difficile aux services. Et de l'autre côté, je disais le changement climatique. Le changement climatique avec la hausse des températures et la diminution des pluies et des chutes de neige et la fonte des glaciers, ils vont porter des problèmes soit sur l'agriculture, soit sur le tourisme. Vous faites bien de mentionner justement le réchauffement climatique. On commence effectivement à en parler beaucoup sur cette table ronde et on va continuer. C'est bien. Oui, le changement climatique n'était pas perçu jusqu'à maintenant. Et maintenant, avec la crise de l'eau, avec les problèmes qui se répercutent sur la population et sur l'agriculture, les gens, ils le perçoivent. Jusqu'à maintenant, c'était une chose très lointaine qui ne touchait pas la population. Je disais alors que ces enjeux, pour faire face à ces enjeux, qui devront porter à le développement des territoires résilients en mesure de freiner le dépeuplement et aussi accueillir des nouveaux résidents selon nous. Car suite à la pandémie et aussi à la hausse des températures,
il y a la recherche de territoires comme le nôtre. Mais ça porterait à des problèmes. Car c'est les citadins qui se mettent au vert, c'est ça? Je n'ai pas compris. Ce sont les citadins, les habitants des grandes villes qui se mettent au vert chez vous? Eh oui, ils vont chercher des territoires comme les nôtres. Nous l'avons vécu très bien pendant le premier lockdown de 2020. Après que les villes ont été fermées, les gens ont cherché la montagne, surtout du point de vue touristique. Mais ils n'étaient pas prêts pour vivre la montagne. Alors, nous devons travailler aussi à la culture du changement. Nous devons préparer les gens à ce que le futur lui donnera. Et alors pour travailler aux enjeux que je disais avant, pour développer les territoires résilients, nous avons travaillé avec d'autres partenaires. Nous avons oublié les limites géographiques, nous avons oublié les frontières. Et ensemble, à d'autres partenaires, nous avons constitué une association de coopération transfrontalière. L'association a vu la naissance il y a juste un mois. Elle s'appelle Terre Action. Moi, je suis le vice-président de l'association Terre Action. En salle, avec moi, il y a aussi le président Jean-François Duc, qui appartient à la communauté de Cœur de Savoie. Et après, il y a la communauté du Versandem comme autre partenaire et deux partenaires italiens, le Gal du Canavese et le Gal Val di Lanzo. Le but de l'association, c'est celle de travailler ensemble, car la coopération transfrontalière a une immense valeur ajoutée. D'un côté, de connaître de nouvelles cultures. De l'autre, examiner les problématiques en partant de points de vue différents et répondre ensemble concrètement aux besoins de nos territoires. Alors, l'association Terre Action que nous avons constituée, il veut répondre à ces besoins, il veut travailler ensemble aux enjeux et arriver à la constitution d'un GECT. C'est un défi pour nous important, mais nous avons voulu travailler ensemble et jeter des bases pour une coopération stable, car pour coopérer, c'est nécessaire de la confiance. Et la confiance, il faut la construire et la bâtir jour après jour. Avec ces partenaires, on a déjà travaillé pendant plusieurs années ensemble et on ne veut pas qu'après qu'ils vont passer des élus, ils changent les élus et les partenaires ils vont changer. Alors pour continuer à coopérer, comme je disais avant, il faut avoir de la confiance. Il y a beaucoup de temps pour se connaître, avoir confiance les uns avec les autres. Alors nous avons constitué cette association pour oublier, comme je disais, les frontières et continuer à travailler ensemble. Voilà, un bel exemple pour le Border Forum, un bel exemple finalement d'un projet structurant, parler de structuration, au berceau, donc en quelque sorte on le salue à ce Border Forum. Nous sommes aussi avec Thomas Zeller, on le disait, président de l'Eurodistrict trinational de Bâle. Vous dites-nous en plus un petit peu sur ces projets assez nombreux, portés par l'Eurodistrict de Bâle, et notamment le fameux projet Treeland, qui constitue une grande initiative transfrontalière très emblématique de transformation urbaine durable. C'est un territoire évidemment beaucoup plus urbain que celui dont nous parlions avant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on n'a pas du tout les mêmes problématiques dans notre territoire. Donc, pour le situer, vous prenez la frontière allemande, suisse et française. C'est exactement là où on se situe pour cet Eurodistrict. Et on a, depuis une dizaine d'années, depuis 2010, eu la chance de travailler avec l'Eurodistrict, de chapeauter une IBA, une International Bauausstellung de Bâle. Donc on a eu 10 années de projets à faire germer, à faire vivre, à développer. Et il y en a encore qui vont arriver sous d'autres formes. Et parmi ces projets de l'IBA, on a ce projet Dryland, qui est une première tout simplement en Europe, en France, et bien évidemment, c'est sur un secteur portuaire, entre Bâle, entre Huningue, entre Weil am Rhein, sur des trois côtés, 3 pays pour le Rhin.
il y a une idée qui Pardon, je l'ai prononcé à l'anglaise, alors qu'évidemment c'est Dryland. Ça fait plus film américain, c'est mieux même, pardon. Voilà, chez nous, c'est le projet Dryland, très connu côté suisse, côté allemand pour le Drylander Eck, pour notre coin vraiment de région transfrontalière sur ce secteur. Et on parle de la gestion des ressources. Un des problèmes chez nous, c'est la gestion de la ressource foncière. Un territoire aussi dynamique que le nôtre, la gestion du foncier, c'est prédominant ces dernières années et encore plus pour le futur avec les nouvelles règles, les nouvelles lois qui nous attendent, notamment la zéro artificialisation nette. Donc comment garantir un développement sur nos territoires, un développement économique, un développement de logement pour les habitants. On est un des territoires, une des agglomérations du Grand Est au plus fort taux de natalité, d'attractivité et de développement économique. Donc les élus doivent trouver des solutions. Et le projet Dryland en était une depuis 2010. Donc les études se poursuivent. Donc tout simplement, à terme, jusqu'en 2050, on espère accueillir environ 20 000 personnes, tant en emploi qu'en logement, sur une île qu'on va recréer au niveau d'une zone portuaire actuelle. Donc transformation d'une zone industrielle, d'une zone portuaire en logement, en site de travail, avec tous les défis que ça comporte, les matériaux pour construire, le développement durable, maintenir le caractère naturel également des abords du Rhin, la ressource en eau. Donc c'est un défi qui nous attend, mais un projet passionnant pour 3 pays et pour les populations qui y vivent. Alors, Madame Debouc, ça c'est très clair. Madame Debouc, vous allez nous présenter les travaux pilotés justement par l'AREP, l'Agence d'architecture pluridisciplinaire, dans le cadre du projet pilote Luxembourg in Transition, qui soulève justement des enjeux de préservation, parler de préservation, de gestion et de valorisation de nos ressources communes, et notamment de la ressource sol, et comme matière première finalement de la transition écologique qu'on voudrait mettre en place. On vous écoute, Madame Debouc. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Donc, je vais vous parler en effet de la mission Luxembourg en transition. C'est une mission que nous venons de livrer pour le Grand-Duché du Luxembourg, AREP avec nos partenaires, avec un objectif qui était de mettre en place un schéma directeur de l'aménagement du territoire qui permettrait d'atteindre la décarbonation et le renforcement de la résilience horizon 2050 pour le Grand-Duché du Luxembourg, mais aussi pour sa région fonctionnelle. La région fonctionnelle, c'est une aire administrative qui est définie dans le cadre de la mission par 2 critères en lien direct avec la mobilité des salariés, donc la mobilité liée à l'emploi. Et donc, on est sur un périmètre 4 fois plus grand que le Luxembourg, 11 000 km², 2 millions d'habitants, 200 000 travailleurs qui traversent quotidiennement la frontière pour aller essentiellement travailler au Luxembourg, et environ 800 communes, dont une centaine luxembourgeoises et 700 communes françaises, allemandes et belges. Comment le contexte transfrontalier a été pris en compte dans l'étude? Donc évidemment par le périmètre, comme je viens de le dire, parce qu'il y a une interconnexion très forte entre ces différents territoires sur la question de l'emploi et donc de la mobilité, mais aussi de l'urbanisme en général, la santé, l'habitat, le commerce, le développement économique. Mais c'est aussi une étude de transition écologique. Et on sait à quel point les enjeux climatiques et écologiques sont des enjeux difficiles à croiser dès que l'on raisonne d'une manière silotée, c'est-à-dire à l'intérieur des pays ou des organisations. Donc, à titre d'exemple, les thématiques que l'on a traitées à AREP sur le projet de décarbonation du Luxembourg et de sa région fonctionnelle, on a travaillé sur la mobilité, la transition du patrimoine bâti et la transition du patrimoine agroforestier. Sur la question de la mobilité, il est évident qu'il est indispensable de sortir des frontières du Luxembourg pour traiter la question de la décarbonation. Parce qu'on est sur un territoire qui a une empreinte carbone très élevée. Le Luxembourg en soi, donc en dehors de la région fonctionnelle, c'est l'empreinte carbone la plus élevée d'Europe. C'est 23 tonnes équivalent CO2 par habitant par an. La région fonctionnelle, c'est un peu moins. C'est dû au fait qu'on a des distances domicile-travail très longues, très carbonées et donc très impactantes sur l'empreinte carbone globale, 20% de l'empreinte carbone pour la mobilité des personnes domicile-travail. Et puis on a aussi un mode de vie fortement consommateur de matières, de ressources et d'énergie, avec un niveau de vie qui est effectivement en lien avec cela. Et puis des phénomènes d'urbanisation incontrôlés,
une dynamique forte d'étalement urbain, des spécialisations fonctionnelles des espaces entre zones habitées, zones commerciales, zones industrielles et puis zones bureaux. Donc sur la question de la mobilité, pour décarboner la mobilité, il faut traiter la question à l'échelle frontalière et transfrontalière. On a par exemple abordé la question de l'orientation programmatique. Pour favoriser les mobilités actives, il faut évidemment travailler sur plus de mixité qui permettrait de favoriser l'échelle locale, l'échelle de proximité, qui permet justement de favoriser le recours aux mobilités actives. On a travaillé aussi sur les grandes infrastructures, les axes viaires, le schéma directeur cycle, et puis on a travaillé sur le régime fiscal, parce qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, il existe des déductions fiscales qui sont proportionnelles à l'allongement de la distance domicile-travail. Donc aujourd'hui, on a un système fiscal qui génère des mobilités transfrontalières avec un allongement de la distance domicile-travail et donc qui génère plus de carbonation. Alors, le Luxembourg, on recadrons quand même un tout petit peu pour... enfin, vous connaissez tous très bien le Luxembourg, je suis certaine, mais 600 000 habitants, hein, donc c'est un tout petit duché, et 200 000 transfrontaliers par jour. Et notamment beaucoup de Français, hein, évidemment, hein, précisons-le, mais évidemment aussi des Belges. Enfin, là, pour le coup, vous êtes à la frontière de tout, et de tout le monde. Alors, c'est 600 000... C'est presque un État frontière, on a envie de dire. Tout à fait. Donc 600 000 habitants pour Luxembourg, 2 millions pour le Luxembourg et sa région fonctionnelle, voilà, dont 200 000 travailleurs transfrontaliers. Voilà. Alors, vous avez déjà, alors Monsieur Lucianas, des questions sur Slido. Il y a des gens qui sont très intéressés j'ai l'impression de s'installer chez vous, dans cette salle. Mais il reste anonyme malgré tout. Alors, la montagne transfrontalière est-elle devenue un nouveau refuge pour les citadins souffrant du réchauffement climatique ? Vous avez un peu partiellement répondu, en quelque sorte, en disant que vous n'étiez pas très adapté à votre montagne, qu'il fallait faire des efforts aussi pour mériter son territoire montagnard et transfrontalier. Mais oui, on imagine ça. On imagine qu'on va rechercher la montagne pour faire face au réchauffement climatique. De l'autre côté, ce qui risque de ne pas donner une réponse à ça, c'est ce que je disais avant, la fonte des glaciers. Et sans les glaciers, nous ne sommes pas dans les conditions de donner l'eau aux habitants, aux résidents. Et alors, il risque d'être vanifié la demande de venir s'installer dans la montagne, faute de réchauffement climatique. Alors ça, c'est très précis. Vous avez aussi, Monsieur Zeller, une question. C'est intéressant. Hein, la construction durable a-t-elle la même définition en France, en Allemagne, 2 pays membres de l'Union européenne, et en Suisse, donc la construction durable, et comment s'entendre en transfrontalier précisément sur cette question? Une question très vaste, effectivement, 3 pays, 3 visions de l'urbanisme totalement différentes. Ces dernières années, on a tendance à s'harmoniser, à arriver un petit peu vers les mêmes projets. L'Allemagne avait beaucoup d'avance, on va dire ces 20 dernières années, avec beaucoup plus d'éco-quartiers que nous l'avions côté français, voire côté suisse. Donc on avait beaucoup d'exemples et on tendait à suivre le modèle allemand de notre côté. Mais on rattrape beaucoup de retard. Et on a une vision vraiment de l'urbanisme sur 3 pays totalement différents. Le côté suisse est surdensifié, surbâti jusqu'à la limite même de la frontière. Le côté allemand est un peu intermédiaire et le côté français, on a encore gardé énormément de zones agricoles, de coulées vertes, de trames écologiques du côté français. Et c'est cette vision, ces 3 visions qu'il faut aujourd'hui arriver à faire cohabiter. Et c'est le travail de l'Eurodistrict, c'est cette connaissance aujourd'hui de plus de 10 années de planification, d'urbanisme et de projets transfrontaliers qui nous permettent de dépasser les frontières sur cette planification d'urbanisme et de tirer le meilleur des 3 parties. Donc on a encore de belles années devant nous pour avoir une convergence vers ces besoins, vers ces nouveaux besoins de construction et ces nouveaux écoquartiers. J'en suis convaincu et j'en suis optimiste. Voilà. Alors, Madame Debouc, optimiste, vous aussi. On parlait de ce pays riche, mais pas très vert, hein, le Luxembourg, parce que finalement, c'est une mobilité, vous le disiez, qui est encore très carbonée, une urbanisation un peu massive dans les espaces urbains, périurbains, même ruraux.
faut dire que c'est tout petit aussi et qu'on construit beaucoup, en fait. On peut le dire autrement. Donc, est-ce que d'ailleurs, avec la guerre en Ukraine, avec de nouvelles exigences, il faut produire, il faut construire, est-ce qu'on n'est pas dans des injonctions contradictoires, notamment de l'Europe, et est-ce que finalement vous avez l'impression d'être soutenu dans quelque chose qui voudrait être des projets plus durables, des projets plus soutenables, une économie effectivement de transition écologique? Alors, pays pas très vert, vous avez dit tout à l'heure qu'on s'est intéressé au sol comme matière première de la transition. Et effectivement, on s'est basé sur le mode d'occupation des sols pour envisager un projet de transition écologique pour le territoire de Luxembourg et sa région fonctionnelle. Et on a découvert que le territoire était plutôt très vert. Il y a plus de 50% de zones agricoles, plus d'un tiers de zones forestières et moins de 10% de zones artificialisées. Et ensuite, on a fait des petits calculs qui prouvent que l'échelle du Luxembourg et de sa région fonctionnelle, au-delà des frontières, non seulement c'est une échelle intéressante pour aborder le contexte transfrontalier, mais c'est aussi une question très intéressante sur la transition écologique, sur la neutralité carbone, sur la sécurité et la résilience alimentaire et sur la question du traitement de l'artificialisation. On a parlé du ZAN tout de suite, le zéro artificialisation net. Des petits calculs à titre d'exemple sur le patrimoine bâti. Pour Luxembourg et sa région fonctionnelle, on a fait un calcul qui permet de croiser les mètres carrés existants de patrimoine bâti au Luxembourg et dans sa région fonctionnelle. On l'a croisé avec le taux d'accroissement de la population horizon 2050, le taux de vacances, le taux de sous-occupation. Et on a découvert que le patrimoine bâti existant suffisait largement pour héberger toute la population horizon 2050. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'imposer aux citoyens d'aller vivre là où ils n'ont pas envie de vivre, parce que c'est là où il y a des mètres carrés disponibles, mais c'est un calcul symbolique pour dire que il y a déjà suffisamment de patrimoine bâti existant, réinvestissons ce patrimoine bâti et zéro artificialisation. On est même allé au-delà du zéro artificialisation net pour Luxembourg. On a parlé de zéro artificialisation brute. Sur la question agricole, parce qu'on parle de la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire est évidemment un sujet. Sur les 52% de territoires agricoles au niveau du Luxembourg et de sa région fonctionnelle, on a fait un calcul, projection 2050, alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le modèle est loin d'être vertueux. On est sur une agriculture chimique intensive. Oui, et puis c'est vrai que vous n'avez pas non plus forcément la place d'être autosuffisant comme un grand pays comme la France, etc. Voilà. Pour la région fonctionnelle du Luxembourg, c'est tout à fait possible. Avec les 52% de terrains agricoles, si on considère un changement de pratique, un changement de mode de vie avec un régime after 2050, after 2050, ça consiste à réduire sa consommation de viande en la divisant par 2 horizon 2050. On découvre qu'au niveau de la région fonctionnelle du Luxembourg, on serait autosuffisant, horizon 2050, mais en changeant de modèle d'exploitation agricole vers un modèle plus vertueux. Et on arriverait même à avoir 30% de marge pour être solidaire avec des pays voisins, des régions voisines. Et sur les forêts, pareil, la région fonctionnelle est extrêmement pertinente parce qu'on découvre qu'elle permet de séquestrer les 2 tonnes équivalent CO2 par habitant par an. C'est le trop-plein qu'il faut séquestrer à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Donc tout ça pour dire effectivement c'est un petit pays qui ne semble pas très vert, mais c'est une échelle plus que pertinente pour traiter les questions de la transition écologique. Il est très riche, il pourrait effectivement traiter ces questions de la transition écologique. Alors, pour ce qui est de votre territoire, effectivement, c'est, on l'a dit, un territoire de montagne, normalement, qui est privilégié. En tout cas, il y a des subventions spécifiques au territoire de montagne de l'Union européenne. Là, on est dans la mise en œuvre d'un pacte vert et aussi d'un grand plan de relance à 750 milliards d'euros, avec justement qui doit être réservé pour une très grande part à cette transition. Est-ce que vous voyez la couleur de cet argent? Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment soutenu? Oui, il y a aussi des stratégies européennes, il y a des stratégies nationales. Et alors, bon, du point de vue économique, on est assez supporté. Il faut avoir la capacité de recueillir cette opportunité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en travaillant avec d'autres partenaires. En travaillant avec d'autres partenaires, c'est possible d'adopter des solutions communes et capitaliser les projets des autres et apporter des solutions au territoire. Et c'est pour cela que nous avons constitué ce que je disais avant, l'association Interaction, pour faire face aux besoins des territoires en recueillant
les possibilités qui nous viennent de l'Europe avec ses stratégies et stratégies nationales. Très bien, merci. Merci à vous. Alors, une question, Slido. Continuez à envoyer vos questions sur Slido. Préparez vos questions. On va prendre les questions du public tout de suite. Hein. Mais alors, on pose une question intéressante. Monsieur Zeller, peut-être, pour dépasser les différences entre pays, ne faudrait-il pas dépasser les cadres juridiques actuels en créant un cadre juridique transnational? J'ai quand même envie de dire, en tant qu'experte européenne, qu'il existe déjà un cadre juridique transnational qui s'appelle l'Union européenne. Parce que quand même, il y a un grand marché unique, il y a pas mal de choses en transnational qui marchent pas mal. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Pour aller plus loin, en fait, hein, sur ces questions de dysfonctionnement sur les zones frontières, est-ce qu'il faudrait créer un cadre juridique transnational spécifique? Alors effectivement, le cadre supranational existe, mais je pense que c'est surtout souvent aussi, malheureusement, en oubliant des spécificités de frontières. On l'a vu, on l'a entendu avec les intervenants précédents. On raisonne un peu trop souvent sur un cadre national. On devrait pouvoir, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un nouveau cadre pour alourdir encore les normes ou les réglementations. On devrait plutôt assouplir et laisser un peu plus de souplesse et de marge de manœuvre sur des territoires transfrontaliers qui n'ont pas les mêmes besoins qu'ailleurs à l'intérieur des pays, que ce soit côté français, côté allemand, côté italien. Nous, on a une spécificité supplémentaire, on a la Suisse avec nous, donc qui joue avec des accords avec l'Union européenne. Oui, dans Schengen. Qui est dans Schengen, mais pour tout ce qui est urbanisme ou tout ce qui régit le reste, là, Schengen... Hors UE, mais dans Schengen. Voilà, hors UE. Donc les Suisses, quand ils ont des accords intéressants pour le territoire, ils n'hésitent pas à les faire. Donc je pense que c'est surtout donner plus de souplesse au territoire pour permettre aux trois pays d'accorder dans, évidemment, certaines mesures et dans une souplesse qui n'est pas non plus trop vague et de trop le laisser aller, mais pour permettre aux élus locaux des trois pays de mener à bien des projets sans avoir la lourdeur administrative de trois pays. Déjà, un seul pays, souvent, c'est très lourd. Je vois mon voisin qui sourit. Donc voilà, la lourdeur administrative d'un seul pays peut quelquefois freiner beaucoup de projets. Alors quand vous en mettez trois, ça peut en freiner vraiment beaucoup. Donc nous laisser faire les élus locaux en associant les sous-préfets, les préfectures. La simplification administrative, ce n'est pas que pour l'Union européenne, c'est aussi pour les zones transfrontalières. Voilà, la simplification administrative nécessaire. On va prendre une question du public. Attendez, je vais regarder les mains levées de madame juste devant, et de monsieur derrière tout à l'heure. Voilà, très bien. Oui, bonjour, Maïté Sanchez-Schmidt. J'ai été député européen et élu local pendant longtemps. Et là, on est vraiment dans la question que je voulais poser. Pour faire peut-être particulièrement à madame Debouc, vous parliez de fiscalité. Et pour avoir participé à une mission parlementaire, comment, dans les réflexions que vous venez de livrer, on peut régler le problème de la disparité entre les deux côtés de la frontière? Par exemple, développement urbanistique, développement des services au Luxembourg, mais aussi, messieurs, dans vos deux territoires, qui fait qu'on implante plutôt les services, les infrastructures d'un côté de la frontière ou de l'autre, parce que la fiscalité est plus favorable, parce que l'urbanisme est plus favorable. Comment est-ce que vous abordez cette problématique? Merci pour la question. Donc, en effet, j'ai dit tout à l'heure que l'un des problèmes majeurs de la région fonctionnelle du Luxembourg, c'est la spécialisation fonctionnelle, qui fait que la mobilité est fortement carbonée, etc. Sur le côté fiscal, donc c'est de la fiscalité luxembourgeoise qui incite aujourd'hui les personnes à s'installer loin, donc côté français, côté allemand, côté belge, pour aller travailler au Luxembourg, et ça participe aussi à cette organisation monofonctionnelle des espaces. J'ai parlé de l'étude et de l'organisation de la mission par le Grand-Duché de Luxembourg, comment ils ont fait pour intégrer les homologues français, belges et allemands dans la discussion sur la fiscalité, sur l'urbanisme, sur la transition écologique. L'étude Luxembourg en transition a été pilotée par 4 comités. Comité ministériel, donc le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'énergie au Luxembourg, comité scientifique avec des experts en sciences sociales, sciences dures, etc. Et 2 autres comités particulièrement intéressants sur la question du lien transfrontalier, qui sont le comité consultatif et le comité citoyen. Dans le comité consultatif, c'est là où l'on retrouve des homologues français, allemands, belges,
pour discuter ensemble des sujets fiscaux, des sujets d'organisation spatiale, des sujets de répartition de l'emploi entre le Luxembourg et les pays voisins. Et dans le comité citoyen, un comité citoyen qui a non seulement participé au débat et à la réflexion, mais un comité citoyen qui a également produit un rapport, comme nous, qu'il a rendu au ministère, pour proposer des engagements en faveur de la neutralité carbone, une trajectoire de transition. Le comité citoyen était aussi constitué de 30 citoyens, dont 25 luxembourgeois et 5 Allemands, Français, Belges, qui représentaient ainsi la diversité de la société civile que l'on retrouvait à l'intérieur de la région fonctionnelle. Et je pense que le mode d'organisation du suivi de la mission avec ces deux comités, le comité consultatif et le comité citoyen, c'est ce qui a permis d'avoir davantage de liens avec le niveau local et les pays voisins dans toutes les propositions qui ont été ensuite rendues au ministère pour tracer sa trajectoire de décarbonation horizon 2050. Donc voilà, c'est à l'échelle de mon étude, mais ça montre comment on peut créer du lien entre les territoires. Alors, il y avait une question d'un monsieur un peu plus loin. Voilà, monsieur, est-ce que vous avez récupéré le micro? Est-ce que vous allez réussir à l'attraper au vol? On vous écoute. Oui, bonjour, merci aux intervenants. Donc, je suis chercheur à l'Université de Lausanne. J'avais une question pour Monsieur Zeller. Vous avez parlé tout à l'heure de plus de souplesse à accorder aux acteurs locaux et régionaux. Donc, dit plus de souplesse pour ces acteurs, dit délégation de pouvoir et de compétences de la part des acteurs nationaux. Donc, une question plutôt assez concrète. Comment comptez-vous convaincre ces acteurs? Parce que c'est toujours une question assez délicate. On est toujours prêt à acquérir plus de pouvoir, entre guillemets, mais plus difficile de les lâcher. Donc, quelle stratégie, vous, dans le cas de l'Eurodistrict trinational de Bâle, comptez-vous mettre en place pour convaincre justement les acteurs nationaux du bienfait de plus des délégations aux acteurs locaux? Merci. Tout simplement par les relations qu'on tisse, qu'on a avec nos élus, nos parlementaires locaux, donc les parlementaires alsaciens, que ce soit même orinois, barinois, puisqu'on a des eurodistricts tout le long du Rhin. Et cette question, cette problématique, je pense qu'elle est identique sur différents eurodistricts et puis même ailleurs sur le territoire frontalier. Donc nos relais sont les parlementaires. On a la chance d'avoir des parlementaires qui sont très impliqués sur les circonscriptions. Donc quand des projets structurants sur les 3 pays se voient heurter à des difficultés administratives, c'est à ce moment-là qu'on doit les saisir, c'est à ce moment-là qu'on peut expliquer ce qu'il faut changer, expliquer comment on voit la vision sur 3 pays et de faire remonter les infos, mais surtout pour qu'ils puissent agir pour nous simplifier les démarches futures. Un exemple concret, c'était pendant la pandémie. Quand les frontières se sont fermées, l'interlocuteur précédent en a parlé, c'était un choc pour tout élu d'une zone frontalière. Moi, j'ai 2 frontières avec la Suisse directement dans ma commune. Je suis également maire d'une petite commune de 3500 habitants et conseiller d'Alsace. Donc, j'ai un petit peu la vision de différentes strates, de différentes couches. Lors de la fermeture des frontières, quand vous avez un maire qui fait un courrier au préfet, ça n'a pas forcément beaucoup de suite. Mais quand vous avez un eurodistrict trinational de Bâle, à l'époque présidé par une maire allemande du Landkreis de l'Eurach, puisqu'on a une présidence tournante dans cette association d'eurodistricts, vous représentez 82 communes et surtout vous représentez 900 000 habitants d'un même bassin de vie, d'un même territoire. Faire remonter ces informations-là avec le poids d'un territoire, on est beaucoup plus entendu, beaucoup plus écouté. Et ça nous a permis d'éviter d'avoir à nouveau des fermetures quelques semaines, quelques mois plus tard, une fois que les informations ont été prises en compte. Donc c'est du lobbying, tout simplement, c'est du lobbying du bas vers le haut. Alors ça intéresse beaucoup votre voisin, je vois qu'il hoche la tête et qu'il veut maintenant signer des lettres à plusieurs, parce que ça marche mieux, ça vous inspire quand même, hein, je crois, Monsieur Lucianaz. Oui, très intéressant, mais je pensais surtout au numéro des résidents. Et bon, moi aussi, je suis maire d'une petite commune, 900 habitants. Et je faisais le compte des habitants de l'association Terre Action, du territoire de Terre Action, par rapport à votre réalité. Notre réalité, c'est beaucoup plus petite, c'est seulement 150 000 habitants. Et bon, nous ne sommes pas encore penchés à des problèmes comme ceux que vous avez dû affronter, mais les buts sont les mêmes. Co-créer
bas vers le haut. Nous n'avons pas encore pensé à faire du lobbying, mais bon, la co-création, oui. Alors, j'ai quand même envie de vous poser une petite question parce que on a commencé à l'aborder avec vous, Madame de Bouc, mais Monsieur Zeller, c'est vrai que cette guerre en Ukraine nous a fait dire il faut nourrir les populations d'Europe. Et puis alors, est-ce que vraiment le pacte vert, avec l'interdiction des engrais, est-ce que vraiment le freinage de cas de fer sur l'urbanisation, c'est tellement une bonne idée, notre autonomie stratégique, etc. On va mettre un tout petit peu le durable sous le tapis. Est-ce que ça, c'est votre sentiment, finalement, que tous ces projets un peu durables, et en particulier transfrontaliers, sont menacés maintenant parce qu'on se dit qu'il y a d'autres priorités, on a une guerre, on a une pandémie sur le dos? Alors, nos projets transfrontaliers, non, je ne pense pas du tout qu'ils soient menacés. J'ai presque envie de dire au contraire. On se rend compte aujourd'hui que cette coopération transfrontalière, ce besoin de vivre au-delà des frontières est de plus en plus important. On ne veut plus nous imposer des fermetures, on ne veut pas nous imposer même l'existence de frontières. Quand on vit sur un territoire frontalier, je peux vous assurer que pour un jeune élu comme je le suis sur le territoire, jamais je n'aurais pensé que des frontières puissent se refermer il y a encore 2 ans. Et quand du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus retraverser ce que vous aviez l'habitude de traverser en l'espace de quelques minutes chez moi, à vélo, vous passez de la Suisse, de l'Allemagne à la France en quelques minutes. Donc c'est quelque chose, on a envie de continuer de vivre, on a envie de continuer d'avoir cet espace trinational. Donc non, je pense que la situation internationale, au contraire, les projets transfrontaliers, on en a besoin. Et mais en termes d'incitation, d'espèces sonnantes et trébuchantes déboursées par l'Union européenne, véritablement en direction d'un verdissement et de projets durables. Mais on est un secteur où le verdissement, alors c'est tout ce qui est protection de la nature, protection des espaces naturels déjà existants sur notre territoire. On est un secteur déjà très dense et très construit. On n'arrivera plus à déconstruire la zone de notre eurodistrict. Un peu à décarboner quand même. Décarboner, oui, mais rendre plus vert par la décarbonisation, oui. C'est dans le sens de beaucoup de projets trinationaux. Le passage du tram de la Suisse à la France, un nouveau pont pour le projet Dryland que vous verrez tout à l'heure sur la vidéo. Encore une fois, un pont avec une trame verte, une trame écologique sur le pont, amener le tram de nouveau de l'autre côté de la frontière, amener des pistes cyclables. Donc tout cela, oui, ça nous incite à le faire et surtout à réfléchir l'arrière-pays, nos espaces ruraux, nos espaces agricoles, à les préserver, à les maintenir, à les développer pour nourrir également notre secteur par des circuits courts. La décarbonisation, elle a bien lieu pour vous, ou en tout cas elle est suffisamment encouragée, ou on est dans un questionnement sur ce qui est le plus opportun pour les Européens, pour les habitants transfrontaliers? Je pense que les objectifs climatiques sont aujourd'hui partagés par tous. Si je m'appuie sur les discussions avec le comité citoyen, si je parle de la société civile qui a été impliquée dans le projet Luxembourg en transition, on a été très agréablement surpris d'entendre un engagement sur la question écologique chez les habitants, qui sont prêts à changer de pratique, changer de comportement, changer de mode de vie, pour préparer la transition, pour adapter leur territoire au changement climatique, pour réduire leurs émissions de carbone et pour préserver le potentiel de séquestration carbone qui existe aujourd'hui sur leur territoire. Donc pour moi, oui, il y a une prise de conscience. Après, effectivement, les objectifs restent souvent peu quantifiés ou quantifiables. On a toujours des objectifs de transition sur l'habitat, la construction, la transition agricole, la transition forestière, mais on a du mal à savoir telle ou telle action, à quel point elle peut être compatible avec une vraie ambition de transition. Et c'est pour ça aussi que dans Luxembourg en transition, on a travaillé sur un outil métrique qui, pour chaque action spatialisée d'aménagement du territoire, donnait l'équivalent en réduction d'empreinte carbone. C'est-à-dire quand j'ai parlé des 3 enjeux, mobilité, transition du patrimoine bâti, transition du patrimoine agroforestier, on a quantifié dans le cadre de l'étude, pour le gouvernement du Grand-Duché et pour la société civile qui participait à l'étude, la quantité de carbone qui était réduite à l'issue de ces travaux d'aménagement du territoire. Et ça représentait 60% de l'effort à entreprendre. Vous avez raison, souvent ce sont les outils finalement pour véritablement mesurer si on transitionne ou non, qui sont importants et qui font défaut à l'Union européenne quand elle souhaite justement favoriser des projets plus verts en quelque sorte. Mais ça inclut bien entendu
des projets décarbonés. Encore des questions pour vous, Monsieur Lucianas, vous êtes la vedette. La stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, est-ce qu'il y a des liens justement avec ce que vous préconisez de coopération entre la France et l'Italie? Et puis, concrètement, sur le terrain, comment créer une culture du changement au sein des populations? Oui, vaste sujet. Pour ce qui regarde la culture du changement, Ouais. on est en train de travailler pour installer un musée du futur. Un musée du futur qui doit être le centre pour faire connaître aux gens toutes les études qui viennent faites dans l'espace alpin. C'est-à-dire, beaucoup de fois, il y a des projets, il y a des études qui, après, ils ne viennent pas suffisamment expliquer, divulguer aux gens. Alors, on a abordé ce thème et on a imaginé ce musée du futur. On est impatient de le visiter déjà, le musée du futur. Il va se situer où exactement? Et dans ma commune. Ah, vous avez raison. C'est-à-dire la commune d'Arviers, où je suis syndic en Italie. La traduction maire en français, c'est syndic depuis 12 années. Et bon, on a ce projet un peu ambitieux, car ce n'est pas facile d'expliquer ce qu'on peut aller installer dans le musée du futur. Ce qu'on veut faire, c'est, comme je disais, expliquer aux gens ce qui nous attend dans le futur. Nous avons vécu la pandémie, la crise, maintenant la guerre, des crises économiques. Bon, il faut préparer les gens car ils doivent comprendre ce qui le futur nous porte. Merci en tout cas à nos invités de préparer le futur et finalement de très bien symboliser l'enthousiasme pour ces projets transfrontaliers, frontaliers. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. Je vous invite à les applaudir. D'ailleurs, pour bien illustrer ce projet, alors Dryland, pour montrer à quel point on peut agir en transfrontalier, pour montrer que cette question des ressources, des réseaux de mobilité et des réseaux d'énergie qu'on évoquera juste après dans la table ronde suivante sont effectivement importantes. Je vous invite à regarder cette petite vidéo qui présente ce fameux projet Dryland. Merci, merci encore. Les trois villes de Bâle, Val am Rijn et Huningue convergent au niveau du port du Dreiländereck. Le site portuaire et industriel, se situant entre les ponts Dreirosen et du Palmrhin, va, du fait de l'évolution du contexte économique, fortement évoluer dans les prochaines années. De très grandes parcelles seront libérées de leurs usages actuels et pourront en accueillir de nouveaux. Das Dreiland ist ja wirklich ein europaweit einzigartiges Projekt. Also es ist schon ein wahnsinniger Gewinn, dass die drei Städte mit ganz unterschiedlichen politischen Hintergründen können so gut zusammenarbeiten können. Und das ist extrem wichtig für die Region, wo eben ein Lebensraum ist. Dreiland ist für uns eine Chance. Das ist kein Endprojekt, bei dem irgendwann etwas zu Ende ist. Les trois villes de Bâle, Val am Rijn et Huningue ont reconnu le fait qu'une planification commune permet l'émergence de synergies. Elles en profitent pour développer ensemble, de façon transfrontalière, durable et innovante, ce grand site. Ces villes se rapprochent. Alors qu'avant, on pensait jusqu'à la frontière, aujourd'hui le site est pris en compte dans son ensemble et développé en commun. Ce sont des zones d'habitation, de formation, de loisirs, d'emploi, de culture et naturelle qui verront le jour. Les espaces libres et les espaces verts seront agrandis et mis en réseau. Un point important du projet est l'accessibilité au Rhin pour le public. Alors la mobilité est évidemment au cœur du Dryland parce que nous nous sommes rendus compte, si chacun s'arrête à sa frontière, eh bien il n'y a pas de continuité et ça c'est plus acceptable de nos jours. Donc, travailler ensemble sur la mobilité, faire en sorte
que le travail que nous faisons chacun de notre côté doit être poursuivi du côté en face et évidemment qu'il soit cohérent non seulement entre les deux côtés du Rhin, mais entre les trois côtés du Rhin pour le projet Dryland, c'est absolument indispensable. La planification trinationale de la mobilité est un élément clé pour la suite du projet Dryland. La passerelle des trois pays, un pont réservé aux cyclistes et piétons et inauguré en 2007, a rapproché les villes de Val am Rhein et de Huningue. Des autres ponts sont essentiels pour la suite du développement. Un pont pour les transports publics, les cyclistes et piétons, reliant l'embouchure de la Wiese à Huningue, un pont pour cyclistes et piétons entre Val am Rhein et Bâle, ainsi qu'un pont pour cyclistes et piétons au-dessus du Rhin à Bâle. Grâce à ces nouvelles infrastructures, le site et les trois pays seront reliés de façon optimale.